La physique quantique est une théorie extrêmement bien établie. Elle permet de réaliser des prédictions d'une précision parfois époustouflante, comme celle du facteur gyromagnétique de l'électron libre, pour lequel l'écart relatif entre prédiction des calculs et mesures expérimentales est d'un millionième de milliardième. Mais le formalisme de la physique quantique, aussi utile et élégant soit-il, n'est pas facile à comprendre, et encore moins à expliquer avec des mots de tous les jours. De surcroît, il semble postuler que l'opération de mesure, d'observation expérimentale, possède un statut tout à fait unique. Faut-il s'inquiéter de ces problèmes? Mon invité dans cet épisode, Antoine Tilloy, apporte quelques éléments de réponse à cette question. Bonjour, aujourd'hui je reçois Antoine Tilloy, qui est physicien. Alors Antoine, tu es en post-doctorat à l'Institut Max Planck d'optique quantique à Munich. Tu as reçu ton doctorat l'an dernier, en fait en 2016. Et le titre de ta thèse, c'était Mesures continues en mécanique quantique, quelques résultats et applications. Tu tiens aussi un blog de communication et de vulgarisation scientifique qui s'appelle Orthodox and Unorthodox Explorations of Quantum Theory. Et sur ce blog, tu parles entre autres de tes intérêts de recherche. L'un des objectifs de cette interview, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est souvent dit que personne ne comprend vraiment la physique quantique. Par exemple, dans l'un de tes posts de blog, tu écris aucun physicien ne sait ce que veut dire être à la fois une onde et une particule. Bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part de personnes, enfin de à peu près tout le monde qui essaie d'expliquer la mécanique quantique aux béotiens, on va dire. Là, des photons ou les électrons sont à la fois des ondes et des particules. On va aussi parler de vulgarisation, en fait. Et en un sens, voir que peut-être les deux sujets, donc mécanique quantique et vulgarisation, sont presque liés d'une certaine manière. Enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais on pourra en parler. Et il est pas sans pertinence de préciser donc que tu as organisé un cours de physique pour tous, ça s'appelait comme ça, à l'ENS Rudul, quoi, qui s'adressait aux étudiants en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'était pendant ton doctorat. Donc, première question, en fait, donc tu avais écrit un post de blog sur la vulgarisation scientifique, en particulier en ce qui concernait la physique, et en particulier en ce qui concernait la France. Tu parles du problème de la tentation de l'épate, en fait, qui se pose aux vulgarisateurs. Donc, ce que j'ai l'impression que tu entends par là, c'est que la physique moderne, en particulier, depuis, disons, début du XXe siècle, je pense qu'on peut dire, cette physique, elle énonce des résultats contre-intuitifs, on peut citer des résultats de relativité restreinte ou de physique quantique. Et le danger pour la personne qui voudrait expliquer ces résultats, et disons les théories physiques en général, dans lesquelles ces résultats apparaissent, le danger pour le vulgarisateur, ce serait d'insister sur ce caractère contre-intuitif, mais sans chercher à expliquer d'où il vient et à dissiper le mystère, comme tu le dis. Non, effectivement. Alors, bon, pour revenir sur ce post de blog que j'avais écrit à l'époque, bon, j'ai fait, c'est vrai, la défense de, d'une vulgarisation où on ne se... Certes, on peut éventuellement chercher à épater au départ, mais c'est pas le seul objectif, où on cherche, in fine, à réduire le mystère. Donc, partir d'une surprise, mais essayer de converger vers des explications plus simples ou plus terre à terre. Le problème, effectivement, c'est que les théories physiques récentes mettent en avant des phénomènes extrêmement contre-intuitifs et du coup, il est extrêmement tentant de rester au niveau de la magie, au niveau superficiel, ou sans jamais donner à la personne qui écoute ou regarde la possibilité d'aller au-delà de ça. Mmh. Ouais, voilà, donc c'était un peu l'objectif de ce post. Et bon, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment dans le cas de la mécanique quantique que c'est le plus flagrant.
Mais bon, c'est peut-être au départ la faute des physiciens, hein, qui ont, dans le cas de la mécanique quantique, souvent privilégié les interprétations des résultats les plus ésotériques ou, Ouais. ou les plus surprenantes, les plus choquantes. Alors ça a eu Mhm. beaucoup d'avantages, hein, ça a permis de bien, je pense, d'attirer des gens à la physique, mais ça a aussi le Mhm. côté un peu dommageable que parfois ça rend la physique telle qu'elle est décrite au grand public indistinguable de superstition oui, je sais presque de mysticisme, hein. Enfin, voilà, le risque, c'est de s'emporter dans les interprétations les plus farfelues du formalisme, Mhm. et d'oublier que finalement le formalisme de la mécanique quantique qui marche si bien dans les expériences et qui sans aucun doute fonctionne, hein. Il y a pas de doute de ce point de vue-là. On fait des prédictions extrêmement précises avec la mécanique quantique. Si elles sont fausses, elles sont, enfin, dans le cas où on se rendrait compte un jour qu'elles sont fausses, elles resteraient de très bonnes approximations. Donc, il n'y a pas de doute que la mécanique quantique est correcte, mais Mhm. le formalisme est totalement agnostique sur son interprétation. Donc, essentiellement, on a des règles de calcul et Ouais. ces règles de calcul ne préjugent pas de ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a pas la mécanique Mhm. quantique ne donne pas d'histoire pour dire ce qui se passe et qui explique les résultats de mesure qu'on trouve. Donc, il n'y a pas d'explication. Ceci dit, une fois qu'on a les mathématiques du formalisme, on peut essayer de se dire qu'est-ce qu'il y a dans le monde, quelle est la réalité qui pourrait reproduire ces résultats. Ouais. Et c'est là, du coup, qu'on tombe naturellement dans le domaine des interprétations. Et il y a, du coup, une multitude de choix possibles, une fois qu'on arrive dans ce domaine. Et là, effectivement, on a tendance à choisir les plus incroyables, les plus choquantes pour le public. D'accord. Alors, ouais, les débats d'interprétation, entre guillemets, de la mécanique quantique, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais en attendant, je pense que ça peut être bien de donner, je sais pas, un ou deux exemples voilà, disons, de phénomènes ou de règles ou disons, de résultats de physique quantique qui est peut-être expliqué de manière, disons, trop spectaculaire, trop souvent, à ton avis. Je sais pas si tu as des exemples, pardon, en Ouais, tête. je vais choisir la facilité et redonner l'exemple que j'avais présenté à l'époque. Ouais. Je pense que, par exemple, la dualité onde-corpuscule est l'exemple typique d'un concept qui est bon. Qu'est-ce que la dualité onde-corpuscule? C'est le fait que des particules, par exemple des électrons, se comportent dans certaines situations expérimentales plutôt comme des ondes ou plutôt comme des particules. Mhm. Heu et donc on dit ils sont, en général, on dit ils sont à la fois une onde et une particule et évidemment on cherche à, donc évidemment ça paraît difficile d'être à la fois 2 choses, contradictoires, donc on réfléchit, on se dit: «Oh là là, c'est je sais pas, c'est comme la Trinité, on est à la fois plusieurs choses en même temps, comment c'est possible d'être, on en appelle à la poésie, on en appelle à j'en sais rien moi, à tout ce qu'on peut pour essayer à des dizaines de métaphores qu'on file pour essayer d'expliquer, cette, sorte de superposition d'ontologies différentes. Ouais. Mais in fine, quand on voit comment se matérialise, cette dualité onde-corpuscule dans le formalisme, Mhm. quand on fait des calculs, il n'est jamais vraiment question de réalité d'onde ou de réalité de corpuscule. Ce que dit la mécanique quantique, c'est que oui, effectivement, quand on fait les calculs, ça ressemble comme si en physique classique on avait des ondes ou comme si en physique classique on avait des particules. Mhm. Voilà, il y a une sorte d'analogie avec ces phénomènes-là. Mais encore une fois, comme la mécanique quantique est totalement agnostique sur la réalité des choses, elle va jamais dire. Enfin, il y a, ça veut presque rien dire dans le formalisme. On a à la fois une onde et une particule dans la réalité. Donc ça, c'est un exemple où finalement on disserte alors que il y a même, d'une certaine manière, la mécanique quantique est tellement instrumentaliste, elle se prononce tellement peu sur la réalité des choses que
finalement, les physiciens eux-mêmes ne comprennent pas plus que le public quand ils disent par exemple la lumière ou un électron est à la fois une onde et une particule. Ouais. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la question n'a pas de sens de Mhm. savoir qu'est-ce qu'un électron fondamentalement, est-ce qu'il est une onde ou une particule, est-ce que ça c'est une question qui a un sens et, euh, et ensuite pour y répondre, il faut ajouter à la mécanique quantique une métaphysique ou une ontologie, dire ce qui se passe dans la réalité. Et donc ça suppose de choisir une des interprétations qui existent sur le marché. Et sur le marché, il y a des interprétations dans lesquelles l'électron est juste une particule ou alors juste une onde et où finalement son statut est parfaitement tranché. Mhm. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un des exemples où... après, ça vient pas de nulle part. Hein, c'est des exemples qui, je pense, dans le cas de la dualité onde-corpuscule, doivent venir de Bohr et euh, d'une sorte de langage confus qui était probablement nécessaire à l'époque, mais qui, c'est vrai, a entraîné beaucoup de confusion plus tard. D'accord. Alors, on pourra aussi donner quelques exemples en relativité restreinte, hein. Il y a disons, les conséquences de ce qui s'appelle l'invariance de Lorentz. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ces détails, mais disons qu'il y a des conséquences sur le fait que le temps n'est plus observé, disons, de la même manière, enfin, ne s'écoule plus de la même manière pour des observateurs qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres. Mais alors, j'aurais tendance à faire une différence dans ce Ouais. cas-là, tout de même avec la relativité restreinte, où il me semble que dans le cas de la mécanique quantique, il y a un écart énorme entre l'interprétation maximalement mystique qu'on peut en faire et la réalité de la théorie. Mhm. Alors que pour la relativité restreinte, euh, les effets de dilatation du temps sont pas des effets d'interprétation, c'est-à-dire Mhm. qu'ils sont vraiment... euh, il n'existe aucune interprétation, aucune métaphysique de la relativité restreinte dans laquelle ces effets n'existent pas. C'est pas des artefacts de modélisation. Mhm. Donc, on, je serais, à la limite, je suis plus indulgent ou ça me dérange moins quand on fait un peu rêver avec ces effets de dilatation du temps ou les jumeaux, les paradoxes des jumeaux, ces choses-là, qui effectivement, eux, sont incompressibles. Ils sont dans la relativité restreinte. Il y a pas moyen d'y échapper. Ouais. Euh, Et puis par la suite, on peut les expliquer de manière univoque, on va dire, une fois qu'on explique comment les postulats de base de la théorie fonctionnent, on comprend que voilà, il y a pas de mystique entre guillemets derrière, comme tu le dirais. non, mais de toute façon, enfin, ça va. C'est vrai que ça va aussi avec le fait que, certes, la relativité restreinte donne un certain nombre de résultats contre-intuitifs, Mhm. mais c'est une théorie qui a été acceptée extrêmement vite. Euh, bon, il y a eu des débats un peu avec Bergson à un moment, mais je veux dire, Ouais. assez vite, ça a été accepté. Et il y a vraiment il y a très peu de doutes ou très peu d'ambiguïté dans les interprétations qu'on peut faire du formalisme, de ce que le formalisme dit de la réalité. Mhm. Et dans le cas de la mécanique quantique, ça n'a jamais été résolu. C'est-à-dire que depuis, on a très très vite été d'accord sur ce que la mécanique quantique disait en termes de résultats expérimentaux, de calculs. Ouais. Ça a été fixé grosso modo en 1926 avec John von Neumann. Mhm. Mais, euh, mais depuis, jamais personne n'a été d'accord sur ce que elle disait du monde. Et il y a essentiellement depuis... il y a eu une période où il n'y a pas eu vraiment d'interprétation sur le marché, et puis à partir de 52, il y a eu l'interprétation de Bohm, et puis d'autres interprétations, et donc maintenant il y a une flopée d'interprétations qui sont toutes compatibles avec Mhm. les résultats expérimentaux, et qui disent des histoires très très différentes sur le monde. C'est pas du tout le cas pour la relativité restreinte, où il n'y a pas vraiment d'interprétation alternative Mhm. euh, à la version standard, si on veut. Tout à fait. Bon, ça veut dire quand même que, enfin, on peut se montrer un petit peu pessimiste quand même pour la possibilité de vulgariser la physique quantique. Enfin, est-ce que ça peut être une conclusion qu'on peut tirer de ce que tu dis? Parce que on comprend que, bon, la relativité restreinte, effectivement, il y a quelques résultats contre-intuitifs. La lumière, on la voit toujours bouger à la même vitesse, même si on est en mouvement nous-mêmes.
etc. Et bon, il y a ça, mais on comprend que ça sort du formalisme sans ambiguïté, quoi. Ça sort des postulats qui sont d'ailleurs bien établis expérimentalement, le fait que justement la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de celui qui l'observe. Euh, Par contre, en physique quantique, enfin, je sais pas, bon, ma question c'est, ouais, est-ce que du coup, vulgariser la physique quantique, c'est pas vraiment difficile, quoi? Si, bah, c'est difficile et c'est beaucoup plus dangereux Ouais. parce que, assez vite, les choses qu'on a envie de on se retrouve très vite à vulgariser les interprétations davantage que la théorie elle-même. Eh oui. Hem, la relativité restreinte est beaucoup plus simple à vulgariser, Mhm. je pense, et beaucoup plus profitable à vulgariser. C'est-à-dire que je pense que c'est à peu près sûr que si c'est correctement fait, le public en ressort avec des choses, oui, en ayant appris quelque chose. Ouais. Pour la mécanique quantique, c'est plus difficile, étant donné qu'il y a très peu de faits qui sont totalement indépendants des interprétations Mhm. dans les résultats, ou qui sont raisonnablement faciles à expliquer. Je pense que le seul vrai résultat facile à expliquer, c'est une sorte de forme de non-localité qu'il y a dans la théorie, qui Mhm. elle est prouvée par le théorème de Bell et Ouais. qui est indépendante des interprétations. C'est-à-dire que toutes les interprétations de la mécanique quantique sont obligées d'avoir cette non-localité. Ouais. Donc si on veut, c'est un résultat opérationnel, expérimental, qui a un impact sur les métaphysiques possibles. Donc même s'il y a plein d'interprétations, même s'il y a plein de métaphysiques possibles qui expliquent les résultats, il y a tout de même une contrainte, et à ma connaissance, il y en a une seule qui est vraiment forte, c'est Mhm. celle de la non-localité. Ceci dit, la non-localité de la mécanique quantique est subtile, et Mhm. donc euh, on a vite fait de vulgariser, de mal expliquer. Et les gens pensent, par exemple, qu'on peut communiquer plus vite que la lumière, ou Ouais. voilà, justement, la subtilité de cette non-localité dans la mécanique quantique, c'est qu'elle reste compatible avec la relativité restreinte, ce qui est a priori contre-intuitif. Alors, ce qui est dommage là-dedans, enfin, c'est que, à ma connaissance, c'est pas trop un des premiers résultats qu'on va avoir tendance à vulgariser. Enfin, si on parle de mécanique quantique, c'est pas l'un des premiers trucs qui va venir à l'esprit. Ah oui, non, parce que c'est pas du tout le grand public, enfin, j'en sais rien, mais et même, enfin, quand je dis le grand public, c'est pas du tout péjoratif, hein, Ouais. c'est moi, il y a quelques années. Honnêtement, on en a rien à foutre de la non-localité. Hmm. C'est pas du tout surprenant. Enfin, par exemple, quand on faisait de la physique classique, les lois de Newton, le potentiel, les forces d'attraction gravitationnelle dans la théorie de Newton, elles sont non locales. Bon, ça gêne personne. Le, la non-localité, c'est choquant pour le physicien qui a été éduqué avec la relativité restreinte et qui Ouais. y voit quelque chose de choquant. Mais ceci dit, ça gêne personne dans le. Enfin, je pense que c'est pas très choquant, donc Ouais. finalement c'est pas si intéressant que ça pour créer la surprise initiale. Hmm. Et c'est pour ça que on utilise, par exemple, on va parler des interprétations comme l'interprétation des mondes multiples, où à chaque mesure, l'univers branche en des d'infinités de mondes parallèles. Ouais. Bon, qui effectivement sont des interprétations du formalisme qui fonctionnent, c'est-à-dire que c'est compatible avec ce que dit la théorie sur les expériences, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut Hmm. tout à fait rendre compte des résultats de la mécanique quantique sans invoquer les mondes multiples. Ouais. Euh, mais ceci dit, voilà, quand on compare l'effet un peu waouh de d'affirmation, les mondes multiples sont infiniment plus surprenants, infiniment plus peut-être intéressants aussi pour le grand public que la non-localité, qui est somme toute quelque chose, c'est quelque chose d'assez bénin. Hmm. Alors, peut-être quand même pour être compris on a un certain nombre de gens de préférence, c'est bien de préciser ce que tu entends par localité ici. Ouais, alors pardon. La localité dans le sens qu'on utilise dans la mécanique quantique, c'est le fait qu'il peut y avoir le fait que naïvement, les corrélations entre. On fait des mesures à des endroits euh, spatialement séparés. Je sais pas, une mesure à un endroit du système solaire très loin de la Terre, et puis une autre mesure sur Terre, et on trouve des corrélations entre ces mesures, comme si il y avait une sorte de lien de communication entre
C'est deux points très très éloignés. Donc, un effet qui apparemment est très non local. Mhm. Et on se demande un peu comment c'est possible. Et la bizarrerie de cette non-localité, c'est qu'elle ne permet pas de communiquer. C'est-à-dire que tout donne l'impression qu'il existe un lien ou une sorte de force bizarre qui relie des points très éloignés. Mhm. Et pour autant, cette force n'est pas exploitable pour communiquer, pour transmettre de l'information. Donc il y a une sorte de non-localité très subtile dans la mécanique quantique qui est compatible avec la relativité restreinte. On ne peut pas transmettre d'informations plus vite que la lumière, on ne peut pas communiquer à quelqu'un plus vite que la lumière, Mhm. mais il y a des il y a des corrélations qui sont inexplicables sans invoquer un phénomène non local, sans invoquer le fait que peut-être les lois fondamentales de la nature euh, à un niveau qu'on n'est pas capable d'observer, ont l'air de communiquer ou ont l'air de conspirer à corréler des choses très éloignées sans qu'on ait d'explication. Euh, Alors évidemment, il existe des interprétations de la mécanique quantique qui donnent une vision mécanistique de ça, qui donne une expression de cette force Ouais, et de pourquoi elle ne permet pas de communiquer. Et puis il y a d'autres interprétations qui sont tout à fait agnostiques, encore une fois, là-dessus, qui disent juste, voilà, c'est comme ça. d'accord. Alors, avant de rentrer encore plus dans les questions disons, d'interprétation des mécaniques quantiques, juste une question qui m'est venue comme ça. Je sais pas si tu suis un petit peu, mais bon, ces derniers temps, on entend pas mal parler d'éducation, bon, par exemple des enfants, à l'esprit critique et au traitement sceptique ou disons raisonné de l'information entre guillemets médiatique, et plus généralement une éducation à la démarche scientifique. Ouais. Ma question c'est, voilà, est-ce qu'on peut vulgariser des résultats scientifiques auprès d'un public qui finalement connaît peut-être assez mal la démarche. Donc voilà, je fais un peu cette dichotomie ici entre démarche scientifique d'un côté, résultat de l'autre. Ouais, là, je suis vraiment d'accord avec le fait que la démarche est primordiale dans la partie vulgarisation. Je pense qu'il faut insister davantage sur oui, la démarche que sur une liste de résultats. Mhm. Euh, et de ce point de vue-là, il est vrai que les théories récentes sont sont pas toujours les plus adaptées pour, Ouais. euh, pour expliquer la démarche scientifique. Parce que les chaînes de raisonnement et le nombre de strates de raisonnement qu'il a fallu pour arriver à l'explication d'un certain résultat expérimental est tellement longue Mhm. que elle est impossible à suivre pour le public. Et du coup, on est obligé de rester au niveau superficiel de la succession de tours de magie. Et ouais. Et, euh, et on n'émancipe jamais son public. Ouais, donc peut-être le problème, c'est que évidemment, il y a beaucoup de résultats de physique classique, de physique, je sais pas, du 18e, 19e siècle, se prêtent bien mieux à l'explication de la démarche scientifique, Mhm. mais ils sont naturellement moins intéressants. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique parce que je suis persuadé que si on m'avait demandé il y a 10 ans, avant que j'ai vraiment fait des études de physique, quelle chose m'intéressait spontanément, j'aurais donné les derniers résultats les plus hype, Mhm. euh, des théories les plus spéculatives, et c'est de ça que j'aurais voulu entendre parler. Or, c'est probablement pas ça qui est le plus intéressant. Euh, mais bon, voilà, il y a cette tension. Peut-être qu'il faut. C'est une tension que voilà, je sais pas résoudre, hein. C'est-à-dire Ouais. que j'ai j'ai pas. C'est pour ça, j'ai pas vraiment de théorie sur la vulgarisation. J'ai juste. J'arrive à peu près isoler ce qui me semble clairement pas bon. Ouais. Mais c'est toujours facile de faire une théologie négative. Après, faire faire des recommandations raisonnables, de choses faisables, ça c'est un vrai travail. Il y a des vulgarisateurs enfin, grâce à Internet maintenant, qui font des choses très bien. Mhm. Mais voilà, c'est pour ça que je me mets pas du tout sur le même plan. Moi, je suis pas du tout un expert ou genre, j'en discute comme ça avec toi parce que tu me demandes, mais Ouais. je ne prétends pas, ce que je dis n'a aucune valeur normative. Bien sûr. Bah écoute, donc rentrons in fine dans le cœur de voilà
des débats bon, qui peuvent exister aujourd'hui, et même entre spécialistes en fait, entre physiciens enfin entre physiciens quoi. Mais je pense qu'il y a un moyen de faire une transition si tu veux. Enfin, tu l'as déjà plus ou moins faite toi-même, je crois, parce qu'on a parlé donc du danger de se focaliser sur les résultats qui claquent, hein, entre guillemets, les résultats d'apparence contre-intuitive. Euh, bon, il faut savoir que même des physiciens très sérieux ont commis ce genre d'erreur, je pense qu'on peut le dire, alors même qu'ils s'adressaient à leurs collègues, hein, à d'autres physiciens, et non, disons, au public général. Dans l'histoire de la physique quantique en particulier, je pense que bon, tu l'as plus ou moins dit toi-même, on peut trouver des physiciens qui ont pu commettre ce genre d'écueil, par exemple Heisenberg lui-même, quoi. Ils se sont un peu emballés, je pense qu'on peut le dire, sur la base de ce que la fameuse interprétation de Copenhague de la physique quantique peut sembler signifier. Et donc, dans un annexe de ta thèse, tu as écrit que, alors là, je cite, la prolifération, de littérature New Age prétend des vertus absurdes à la mécanique quantique pourrait prêter à sourire. Ce serait oublier que ce qu'on y lit ne se distingue que très peu du point de vue du grand public de ce que des physiciens sérieux peuvent dire en conférence. Euh, voilà, peut-être que tu peux un petit peu, disons, ouais, justifier cette affirmation qui peut sembler très brutale, quoi. Bon, je vais pas donner de nom, mais je trouve en effet que les, les physiciens, euh, les physiciens qui travaillent dans la mécanique quantique et font des conférences grand public eux-mêmes, c'est-à-dire c'est en général pas la faute des vulgarisateurs, c'est la faute des physiciens dans des conférences même, pas forcément grand public, choisissent systématiquement l'interprétation la plus ésotérique de leurs résultats et surtout adorent utiliser une sorte de langage à la Bohr de mise ensemble des contraires. Donc c'est un peu justement de dire il y a pas de réalité ou alors euh, justement ce que j'ai dit tout à l'heure, la lumière est à la fois une onde et une particule ou les la vitesse d'une particule n'existe pas en même temps que sa position. Ce genre de Mhm. phrases qui finalement sont, encore une fois, sont vraiment des interprétations du formalisme qui sont pas nécessaires, qui sont évidemment pas prouvées par les résultats que le physicien est en train de présenter. Du coup, oui, je pense que sur la mécanique quantique, les physiciens, on est les premiers à se plaindre quand Deepak Chopra vend plein de bouquins, quand les crackpots vendent des trucs complètement fumeux sur la mécanique quantique, Ouais, avec, j'en sais rien, moi, la médecine quantique ou des trucs comme ça. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être arrêter de dire, enfin, si on veut se plaindre, il faut peut-être arrêter de dire en conférence, on sait depuis Bohr et Heisenberg que, j'en sais rien, moi, que la réalité n'existe pas, que, ou alors, inversement, qu'il y a une infinité de mondes parallèles, ou, euh, ou comme David Mermin, euh, la Lune n'existe pas quand on ne la regarde pas. mhm. Je veux dire, si on sort des trucs comme ça devant le grand public, sans explication Ouais, ok, soit c'est métaphorique, soit. Je veux dire, faut pas s'étonner après euh, que la frontière entre science et pseudoscience soit brouillée. d'accord. Surtout quand c'est fait par des physiciens qui, par ailleurs, sont irréprochables sur la science qu'ils font, hein. Enfin, il n'y Oui, a oui. aucune critique de ce point de vue-là. Mhm. Alors, avant ma prochaine question, euh, je vais te poser une question, voilà, à laquelle j'ai pensé quand tu répondais un peu avant, parce que quand même sur disons, ce point de la dualité onde-corpuscule qui, bon, selon toi, ne fait pas vraiment sens dans la mesure où on s'intéresse pas aux questions d'interprétation. Moi, disons, j'ai la vision suivante, tu vas me dire ce que tu en penses, mais si on prend, bon là c'est vraiment une discussion entre spécialistes, entre guillemets, mais si on prend, bon, on va prendre un électron, moi je prétends que la théorie quantique des champs donne une réponse claire à ce que ça veut dire être à la fois une onde et une corpuscule de la manière suivante. Donc enfin,
L'électron va être une excitation de ce qu'on appelle le champ fermionique. Et le champ fermionique lui-même, c'est c'est un objet mathématique qui est solution d'une certaine équation de Dirac. Et il a un état fondamental dans lequel il n'y a aucun électron, donc ce qu'on appelle l'état vide. Et ensuite, on peut considérer des états qui me semblent, moi, tout à fait interprétables comme des états à un électron, les états qu'on obtient par l'opérateur de création d'électrons. Et ensuite, pour qu'un électron ait du sens et que son état n'est pas une norme infinie, on va considérer que c'est une superposition d'ondes de différentes fréquences, hein, de différentes fréquences. Et à ce moment-là, l'électron, ce sera un état à une particule et aussi un paquet d'ondes. Et je pense que c'est clair et que à ce moment-là, d'une certaine manière, on peut dire c'est à la fois une particule et un paquet d'ondes. Oui, mais alors dans le cas, effectivement, en théorie quantique des champs, on passe son temps à jongler entre les représentations champs et les représentations particules. Ouais. Mais il faut bien voir que ces représentations mathématiques ne peuvent pas représenter des objets dans le monde réel. Mhm. C'est-à-dire que, en général, dans une théorie physique, on n'est évidemment pas stupide, on sait bien que les objets mathématiques qu'on manipule ne sont pas le réel, Ouais. mais ils peuvent en être une représentation approximative. Là, quand tu parles de ces excitations en théorie quantique des champs, Mhm. elles ont exactement le même problème, si on leur donne un statut de réalité à ces états quantiques, on retrouve les mêmes problèmes qu'en mécanique quantique non relativiste avec le paradoxe du chat de Schrödinger, avec Mhm. donc ces états quantiques qu'on manipule, certes, on peut considérer que c'est des excitations de champ, donc que la matière est avant tout constituée de champs, mais c'est vraiment, faut voir, c'est métaphorique, c'est-à-dire qu'on peut pas, si on veut aller au bout et dire que l'état quantique qu'on considère est réel, on tombe sur tout un tas de paradoxes. Ouais. Donc ça, je pense pas que aller, en général, on va à la théorie quantique des champs et puis on oublie un peu les problèmes qu'avait déjà la mécanique quantique non relativiste, Mhm. mais ils sont absolument pas réglés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là. In fine, à quoi sert cette représentation et tout ce vocabulaire de particules et de champs qu'on a en théorie quantique des champs? C'est pas pour dire il y a des objets réels qui sont des champs et des particules. Finalement, c'est pour calculer Tout à fait. alors soit une matrice de scattering, soit des fonctions de corrélation. Ouais. Mais, mais on pourrait dire, effectivement, ces fonctions de corrélation et ces matrices de scattering, elles correspondent, elles permettent de faire des prédictions sur des objets réels qui sont ces champs qui se propagent, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que Mhm. c'est pas, on peut pas, ces objets auxquels on aimerait naturellement donner le statut de réalité, c'est pas possible. Alors là, quand je dis que c'est pas possible, ça paraît très vague, mais je veux dire, il y a, on peut montrer facilement que ça mène à un nombre de paradoxes, ça mène à certains paradoxes. Ouais, ouais. Donc de ce point de vue-là, non, je pense que la théorie quantique des champs, donc pour les gens qui sont pas experts, la théorie quantique des champs, c'est la théorie qui, d'une certaine manière, met ensemble la mécanique quantique et la relativité restreinte. Mhm. Donc cette unification, historiquement, elle a été faite. Donc on sait traiter simultanément la relativité restreinte et la mécanique quantique. Mais du point de vue des problèmes conceptuels de la mécanique quantique, ils restent en suspens, ils sont toujours pas fixés. On s'ajoute à ces problèmes conceptuels des problèmes mathématiques Ouais. extrêmement sérieux, qui sont... les gens ont commencé à travailler sur la théorie quantique des champs ou des versions rudimentaires dès les années 50. Mhm. Aujourd'hui, il y a toujours un grand nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. On ne sait toujours pas si l'électrodynamique quantique est une théorie qui est bien définie, par exemple, au sens mathématique du terme. Mhm. Ça n'empêche pas la théorie de faire des prédictions extrêmement précises, Ouais. mais voilà, disons mathématiquement, elle est un peu en suspens. Mhm. Et du coup, une grande partie de l'attention s'est focalisée sur ces problèmes techniques, sur ces problèmes mathématiques, Mhm. et ce qui a aussi permis d'oublier les problèmes conceptuels que posait la théorie et qui étaient, ok, qu'est-ce que dit la théorie du monde?
Mhm. et pas juste qu'est-ce qu'elle permet de prédire. Nous sommes d'accord. Je prétends pas non plus hein, qu'elle répond aux questions, enfin, disons aux problèmes que tu rappelais soulevés par la mécanique quantique, qui sont non relativistes. Mais disons, enfin, je pense que présenter les choses de la manière dont je l'ai fait, ça, enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, ça clarifie quand même cette question de dualité onde-particule, qui, pour moi, je pense, c'est pas un des problèmes vraiment de fond, quoi, comparé à ceux dont tu peux nous parler Ah non, non, mais je par pense, je la suis suite. d'accord avec, non, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas un problème de fond. Ouais. Enfin, que la dualité onde-corpuscule, c'est, et finalement, c'est un peu un problème qui a été créé par Heisenberg, pardon, Mmh. par Bohr. Je pense que ça Pardon, posait ouais. problème à personne. Et le, c'est plus un problème qui a été créé. Voilà, Ouais. il y a des. Ceci dit, si on veut vraiment donner, dire, enfin, répondre à la question, ce qui permettrait de répondre à cette fausse question de manière complètement fermée, c'est juste de savoir de quoi est fait le monde. OK, Tout à fait. la théorie quantique des champs ne répond pas plus à la question que la mécanique quantique non relativiste. C'est C'était juste. juste le point que je voulais Ouais, faire. ouais, ouais, ça c'est juste, on est d'accord là-dessus. Euh, donc, venons-en aux questions, voilà, aux questions peut-être un peu plus profondes. Donc ça, c'est quelque chose que tu as répété, rappelé déjà plusieurs fois, c'est que la physique quantique, telle qu'elle est enseignée, pardon, en général, elle permet de faire des prédictions de résultats d'expérience qui sont en excellent accord vraiment avec les données expérimentales. Et alors, en revanche, donc voilà, pour parler de résultats expérimentaux, le formalisme de la mécanique quantique parle d'un processus de mesure qui est un petit peu mystérieux. Et donc, c'est censé, cette mesure, correspondre au fait, dans le monde réel, d'obtenir une donnée expérimentale. Là où un système quantique, donc typiquement, hein, il faut rappeler, bon, je pense que les gens le savent, mais typiquement un système, disons, qu'il est pertinent de décrire avec les lois de la mécanique quantique, c'est quelque chose de très petite taille, hein, la taille d'un atome, enfin ce genre d'échelle, quoi. Donc typiquement un système quantique, quand on le laisse tranquille, entre guillemets, il évolue selon des lois bien précises et bien comprises, bien que différentes évidemment de celles de la mécanique classique donnée par Newton, entre autres. Par contre, ce que dit, disons, le formalisme et la compréhension standard de la mécanique quantique, c'est que lorsqu'on vient observer ou mesurer ce système, on le perturbe de manière tellement fondamentale qu'il cesserait de suivre les lois, disons, habituelles de la mécanique quantique et il verrait son état instantanément modifié. Est-ce que tu peux commenter un peu peut-être là-dessus? Oui, alors, bah, ce qui est très bizarre à première vue dans la mécanique quantique, c'est que le fait de mesurer, ce que fait, quand l'expérimentateur mesure, une certaine propriété d'une particule, il se passe quelque chose, enfin l'évolution est modifiée, et cette modification de l'évolution, elle est dans les axiomes de la théorie. C'est-à-dire que Mhm. et ça, c'est très surprenant. Et donc, ce qu'on peut mesurer, les quantités qu'on peut mesurer et la perturbation que ça va faire sur l'évolution, c'est donné au niveau des axiomes de la théorie. La théorie quantique suppose, si on veut, l'action de mesurer comme donnée Mhm. et, euh, et donc et pas comme que quelque chose de dérivé. C'est la mesure est quelque chose de fondamental dans les axiomes. Ouais. Et c'est ça, faut voir à quel point c'est surprenant parce que en physique, normalement, on a une certaine théorie de comment marchent les choses, à toutes les échelles ou à certaines échelles. Mhm. Ensuite, on avec ces composants qui constituent le monde, on fabrique des appareils de mesure et puis c'est la théorie qui nous dit ce qu'on a le droit de mesurer, après un certain nombre de calculs, on se dit: «Ah bah oui, si je me mon appareil de mesure étant lui-même fait d'atomes, il va se passer ça et ça et donc quand la Mhm. particule va passer devant, boum, la lumière va s'allumer.» Ben, cet acte de mesurer, l'appareil de mesure lui-même, il n'est pas modélisé par la théorie. Il est juste dans les axiomes. On a un axiome qui nous dit comment tout appareil de mesure va influer
sur l'évolution d'un système quantique. Et ça, c'est très bizarre. Ça donne l'impression qu'il y a une sorte de coupure entre la mécanique quantique qui décrit, enfin, entre les équations fondamentales qui décrivent les atomes et puis les équations qui décrivent les appareils de mesure. Ouais. Comme si les appareils de mesure n'étaient pas eux-mêmes faits d'atomes. Et ça, c'est la. Évidemment, encore une fois, c'est pas forcément un problème tant qu'on ne cherche pas à se poser la question de oui, mais qu'est-ce qui se passe dans une expérience Mm. qu'est-ce qui se passe quand on mesure pas ou qu'est-ce qui se passe entre deux résultats de mesure. Tant qu'on utilise la mécanique quantique comme une boîte à outils, c'est pas un problème. Mais on voit que d'un point de vue métaphysique, c'est vraiment c'est un problème que les, la notion d'appareil de mesure soit primitive dans la définition d'une théorie. Mhm. Alors attends, parce que j'ai pas. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que je suis complètement parti à côté? Non, non, Euh, c'est au moins un début de réponse. Je sais pas si tu avais fini, mais en tout cas, c'est tout à fait non, dans mais le si tu peux sujet, me là. rappeler où est-ce que Non, mais c'était ça. C'était vraiment essayer d'expliquer le problème de la mesure, mais on est très bien parti, je pense. Voilà. Après, ceci dit, encore une fois, c'est ça qu'il faut pas. C'est ça qui, à mon avis, est parfois oublié. On a ce formalisme qui fonctionne bien pour faire les calculs et dans lequel la mesure est primitive. Donc, si on Mhm. veut, la mécanique quantique, telle qu'elle est formulée de manière orthodoxe, c'est une sorte de théorie de la prédiction, une sorte Ouais. de méthode pour faire des prédictions. Voilà, si je mets ça en entrée, qu'est-ce que je vais avoir en sortie et quelles statistiques je vais avoir. Ça n'empêche pas de construire des théories. Et il y a un certain nombre de théories qui ont été construites depuis les années 50 pour essayer de reproduire ces prédictions, mais avec une théorie physique, une théorie sous-jacente qui dit voilà, le monde est constitué de tels trucs et ces trucs bougent d'une certaine manière et c'est ça qui crée les résultats de mesure avec les statistiques que la mécanique quantique prédit. Euh, et voilà, c'est deux choses qui sont d'une certaine manière séparées. Ces théories cherchent à retrouver les règles de la mécanique quantique, mais en espérant que ces règles soient justes. La mécanique quantique orthodoxe, standard, ne fait que donner ces règles et reste totalement agnostique sur ce qui pourrait les expliquer. Après, le problème, à mon avis, historique, a Mhm. été de se dire si la mécanique quantique marche aussi bien alors qu'elle ne fait que donner des règles euh, de prédiction, c'est que une théorie physique ne doit faire que ça. Toute Ouais. théorie physique ne doit donner que des règles de prédiction. Et pourquoi est-ce qu'on doit donner que des règles de prédiction et jamais parler de ce qui se passe entre c'est même parce que ce qui se passe entre, ça n'existe pas. Et parce que, Mhm. en fait, les seules choses réelles, les seules choses vraies, c'est les choses qu'on peut mesurer. Bon, il faut voir que les fondateurs de la mécanique quantique étaient un peu imbibés de, de positivisme et que ça Mhm. a débordé dans des visions même complètement caricaturales du positivisme, c'est-à-dire où rien, rien d'autre que les résultats de mesure n'existe. Bon, voilà, je pense que ça c'est l'excès dans lequel beaucoup de physiciens sont tombés et qui a, oui, qui est pas du tout obligatoire. Je pense qu'une bonne chose à savoir, c'est que certes le formalisme est agnostique sur la réalité, ce qui a poussé des gens à avoir des affirmations tout à fait extrêmes sur le fait qu'elle existe ou pas. Mais enfin facilement, raisonnablement facilement, construire des théories qui sont d'une certaine manière assez banales, où le monde est fait de matière, cette matière bouge et ça explique les résultats. Mhm. On sent bien justement pour essayer de démystifier entre guillemets le processus de la mesure qui, bon, je le rappelle, donc dans la compréhension orthodoxe de la physique quantique est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment quelque chose de discontinu. Comme tu l'as dit, les équations qui décrivent les atomes, elles n'ont plus cours en fait au moment où on vient observer ou mesurer. Euh, on sent bien que c'est pas très satisfaisant et que la manière de venir améliorer peut-être notre compréhension, ce serait de démystifier le processus de la mesure. Et alors là, il y a plusieurs approches. En particulier, bon, il y a ce qu'on appelle la théorie de la décohérence, qui donne une compréhension, bon, je pense que tu seras d'accord, qui est quand même très supérieure au processus de la mesure, puisque c'est quelque chose, Mm. voilà,
progressif et continu. On parle d'interaction entre le système et puis l'appareil de mesure, éventuellement par l'intermédiaire de l'environnement du système qu'on observe. Euh, donc on comprend quand même nettement mieux ce qui se passe. Par Mm. contre, ça ne résout pas tous les problèmes. Voilà, c'est vrai. Donc la décohérence, c'est pas un phénomène qui est nouveau, qui est une théorie à ajouter à la mécanique quantique. Finalement, c'est Ouais. quelque chose qui est prédit par la mécanique quantique. Ouais. Euh, mais et c'est un moyen de comprendre pourquoi ce statut particulier qu'ont l'air d'avoir les appareils de mesure dans la théorie, en pratique ne pose aucun problème. Mhm. Euh, Parce que ce qui explique grosso modo, ce qu'on comprend bien avec la décohérence, c'est que on peut modéliser un appareil de mesure. Grosso modo, ça revient à modéliser un appareil de mesure euh, avec la mécanique, avec les lois fondamentales de la mécanique quantique, donc comme s'il était vraiment constitué d'atomes. Mhm. Et puis, ultimement, d'imaginer qu'une sorte de second appareil de mesure mesure l'appareil de mesure, et d'enlever ce problème de la mesure, le fait que dans la mécanique quantique, il doit y avoir une évolution brutale lors de la mesure, le mettre le plus loin possible, euh, Mhm. le mettre le plus loin possible du problème qu'on étudie. Et on peut montrer, grosso modo, que ça dépend pas de l'endroit où on fait la coupure. Donc, en général, ce qu'on appelle la coupure de Heisenberg, c'est l'endroit D'accord. où on arrête d'appliquer les équations fondamentales de la mécanique quantique et où on applique le postulat de la mesure, donc, qui est un des axiomes de la théorie. Mhm. Euh, la décohérence explique pourquoi, en fait, quel que soit l'endroit où on met la coupure, on fait les mêmes prédictions. Mhm. Donc, identifier en pratique ce qu'est un appareil de mesure n'est pas crucial. On D'accord. pourrait imaginer que ça soit super sensible au fait que cette évolution brutale s'applique quand l'appareil de mesure a mesuré quelque chose, ou alors quand moi j'en suis conscient, ou alors quand j'ai écrit, au moment où j'ai écrit le résultat sur le papier. Si ça dépendait de choses comme ça, de l'endroit où on considère que la mesure a effectivement été effectuée, alors la mécanique quantique serait très peu... Enfin, ça serait super ambigu dès qu'on va faire des calculs. La Mhm. décohérence explique, enfin, de mon point de vue, explique bien pourquoi, donc, en pratique, il y a pas de problème. On n'a aucun doute sur comment faire les calculs dans une certaine situation, et on n'a aucun doute sur, sur les prédictions. Ce qui, encore une fois, n'est pas intuitif. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quand on regarde le formalisme, a priori, ça dépend. Enfin, il est crucial d'identifier quel est l'appareil de mesure. Et suivant Ouais. que l'appareil de mesure est suivant que ce que j'appelle l'appareil de mesure, c'est le détecteur ou Mhm. le détecteur plus le thésard qui fait marcher le détecteur. A priori, c'est pas les mêmes. A priori, c'est pas les mêmes prédictions. A priori. Ouais. Il se trouve que la décohérence explique bien pourquoi c'est exactement. En fait, c'est quasi les mêmes prédictions et donc on voit zéro différence et donc on comprend bien pourquoi voilà pourquoi la mécanique quantique est robuste euh, à, à un mouvement, à un déplacement de la coupure de Heisenberg. Mais évidemment, ça n'explique pas ce problème de la mesure, parce qu'il faut toujours mettre la coupure quelque part. Alors, Mhm. il y a une des interprétations qui est de dire, enfin, qui est l'interprétation à laquelle je souscris pas, hein, qui est Ouais. extrême, qui est celle, alors, qui est celle de Wigner. Mais après, je crois que Wigner a changé d'avis plein de fois, donc qui est celle de Wigner à une certaine époque, qui est que c'est la D'accord. conscience, in fine, qui, euh, enfin, là, le seul endroit où il y a une réelle mesure, c'est quand un certain agent est conscient du résultat. Et c'est ça qui fait l'évolution brutale donc, de la fonction d'onde, qui est l'objet fondamental qu'on étudie en mécanique quantique. Bon, la question est, est-ce que ça semble raisonnable dans une théorie physique d'invoquer la conscience dans les équations voilà, c'est... La question est, si vraiment le formalisme ne nous laissait aucun choix et Mhm. qu'on était obligé d'accepter une explication ésotérique, bon, bah moi je finirais par accepter, ou je pense que ça serait raisonnable. Mais le Ouais. fait qu'il existe des interprétations
totalement inoffensive, où il n'y a aucune bizarrerie de la sorte qui arrive, où il n'y a pas du tout besoin d'invoquer la conscience, où il n'y a pas du tout besoin d'invoquer des mondes multiples, où il n'y a pas du tout besoin d'invoquer des choses bizarres. Le fait que ces interprétations soient possibles, je pense, rend les versions surprenantes qui invoquent la conscience, ça réduit fortement leur probabilité. Hein. S'il existe une explication plus simple, je vois pas l'intérêt des explications choquantes. C'est le critère qu'utilise, c'était John Bell qui utilisait ce terme de romantisme, c'est-à-dire si on a un certain nombre de faits expérimentaux, de résultats de mesure, ou même une théorie générale qui permet de prédire les résultats de mesure, et qu'on en cherche ensuite une explication, une interprétation, qu'est-ce qui se passe dans la nature qui justifie cette théorie, il faut aller vers le moins romantique, le moins grandiose, le moins qui fait rêver, parce que de cette manière-là, on est sûr que ce qui reste de bizarre, c'est vraiment irréductible. C'est pas de la bizarrerie qu'on a mis nous-mêmes. Et ça, je pense, c'est vraiment important ça d'avoir à l'esprit, que une grande partie des bizarreries de la mécanique quantique sont des bizarreries qui ont été mises à la main, en fait, par certaines interprétations. D'accord. Alors justement, venons-en aux autres approches, brièvement. Donc il y a d'autres approches, j'ai l'impression que c'est ce que tu préfères. Elles sont sans doute plus claires sur le caractère bien réel de ce qu'elles décrivent. Elles sont moins ambivalentes là-dessus, moins agnostiques, comme tu le dirais. Et elles redonnent les mêmes prédictions d'expérience, tout en évitant certains mystères. Peut-être que tu peux en parler. Oui, alors, je vais prendre l'exemple le plus... la théorie la plus simple qui reproduit les résultats de la mécanique quantique non relativiste, c'est la théorie de de Broglie-Bohm, donc qui a Ouais. été inventée par de Broglie autour de 26-27, je crois, mais de Broglie lui-même a pas totalement compris sa théorie, et il l'a abandonnée, puis elle a été redécouverte par David Bohm en 1952. Et c'est une interprétation de la mécanique quantique. Donc, encore une fois, interprétation n'est pas un très bon terme. C'est une théorie physique dans laquelle les particules bougent et obéissent à certaines lois qui expliquent les règles de prédiction données par la mécanique quantique. Elle a pour seule bizarrerie d'être non locale, c'est-à-dire que les forces que les particules exercent les unes sur les autres peuvent avoir des valeurs très fortes, même à des distances très grandes, et se propagent instantanément. Voilà. Donc ça, c'est le prix qu'on est obligé de payer si on veut expliquer les axiomes de la mécanique quantique, de toute façon. Donc d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Donc ensuite, cette théorie, c'est assez intéressant de voir qu'elle est beaucoup détestée par les physiciens, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a une raison pragmatique qui est que cette théorie fait exactement les mêmes prédictions que la mécanique quantique et n'a pas permis de développer des nouveaux outils. Elle n'a pas permis de faire des avancées, de faire des calculs qu'on ne pouvait pas faire avant, par exemple. Elle a permis une chose, c'est qu'elle a donné à John Bell l'intuition de son théorème. Que quand John Bell a vu que la mécanique, donc la théorie de Broglie-Bohm, pouvait rendre compte des prédictions de la mécanique quantique, et quand il a vu qu'elle était manifestement non locale, il s'est demandé mais est-ce qu'on pourrait faire une théorie qui est comme de Broglie-Bohm mais qui est locale, où il se passe pas des trucs bizarres, il n'y a pas des forces qui s'exercent entre des particules très éloignées et instantanément. Et il s'est rendu compte que c'était impossible, et c'est comme ça qu'il a démontré son théorème que la mécanique quantique elle-même était forcément non locale, donc il n'y avait pas de moyen d'y échapper. Donc voilà, la raison pragmatique, c'est que à part ce résultat, y a pas, on peut, c'est vrai, honnêtement, la théorie a pas, elle a pas permis de faire des calculs plus facilement, ou elle a pas. C'est vrai que du point de vue purement pragmatique, elle a pas apporté énormément. Les gens qui font des calculs en physique des particules, ils se foutent complètement de l'interprétation bohmienne. Et aussi, la deuxième raison,
Bah, je pense que ça fait mal au cœur d'accepter que une partie des interprétations un peu superstitieuses, un peu, enfin, non, superstitieuse n'est pas un bon terme, des interprétations un peu Genre mystérieuse. mystérieuses, oui, qu'on a acceptées pendant si longtemps. Finalement, elles ont aucune base, enfin, elles sont pas inévitables. Je Hmm. pense que beaucoup de gens sont tombés dans cet extrémisme positiviste qui était de dire voilà, il faut oublier, il faut surtout pas parler de la réalité. Non seulement parce que ça c'est pas utile, mais en plus parce que c'est même pas possible. Genre là, il y avait Mhm. des théorèmes, notamment dus à von Neumann, qui expliquaient qu'il est impossible d'avoir une physique où il y a des trucs qui bougent, qui expliquent les résultats de la mécanique quantique. Il faut Ouais. forcément imaginer que la réalité, c'est un concept subtil, où il y a, enfin voilà, qu'il n'y a pas de réalité au sens usuel où on l'entend. Et Mhm. voilà, en fait, ces théorèmes avaient un certain nombre d'hypothèses et la mécanique, la théorie de Broglie-Bohm les viole. Mais voilà, donc les gens, enfin beaucoup de physiciens, je pense, ont accepté le fait que, ont accepté avec beaucoup de douleur dans leurs jeunes années le fait que et il fallait renoncer à la réalité. Ouais, Finalement, ouais. ils l'ont accepté, ils ont travaillé comme ça, et ça fait mal de 30 ans plus tard se dire ah bah non en fait c'était possible. Euh, Eh ouais. donc voilà, et puis voilà, quand on a fait des cours pendant 20 ans à des gens en disant la même chose et qu'en fait on a une théorie qui montre que bah voilà c'est pas tout à fait vrai. Du coup, en général, la critique qui est faite qui est faite à De Broglie-Bohm, c'est que c'est de la métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. comme elle fait les mêmes prédictions que le formalisme orthodoxe, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Euh, alors, d'un point de vue purement pragmatique, c'est vrai, mais moi, enfin, c'est vrai pour les théories actuelles. Je pense que que c'est très important d'avoir ce genre de théories comme de Broglie-Bohm pour aller dans l'unification, pour aller dans les. Il faut voir que la physique, on sait qu'elle n'est pas totalement complète, et donc on cherche à construire des théories du tout, si on veut être un peu Mhm. grandiloquent. Et cette théorie finale, elle n'est pas connue. Et on peut imaginer qu'avoir la théorie de Broglie-Bohm ou n'importe quelle autre formulation un peu moins romantique de la mécanique quantique guide sur la manière de créer cette nouvelle théorie, qu'on la construise plus facilement à partir de ces formulations qu'à partir de la formulation orthodoxe. Je pense notamment quand on commence à faire des théories du tout qui sont censées parler de la cosmologie, parler de l'univers comme d'un tout, avoir un Mhm. formalisme qui parle d'appareils de mesure au niveau fondamental, c'est extrêmement bizarre. Si Ouais. on se dit, ok, bon, c'est la fameuse phrase de Bell, hein, est-ce que quand sont apparus les premiers appareils de mesure, est-ce qu'il y avait déjà des événements brutaux dus à la mesure il y a des milliards d'années, ou est-ce qu'il a fallu attendre les premiers humains, ou est-ce qu'il a fallu attendre les premiers humains avec un PhD? Et, euh, et voilà, donc on arrive à des conclusions un peu, enfin des discussions qui sont un peu ridicules, juste pour éviter d'avoir une métaphysique claire. Bon, honnêtement, si je devais parier, je pense que la théorie de Broglie-Bohm, c'est pas la réponse finale. Je pense que Mhm. la réalité, elle est pas comme dans la théorie de Broglie-Bohm. D'accord. Mais ceci dit, le fait que ce soit possible, le fait que, enfin, c'est une preuve de principe très intéressante. Et Ouais. je pense que c'est ça le résultat principal. Le problème, c'est pas que ces interprétations qui sont très terre à terre de la mécanique quantique, leur problème, c'est pas de savoir si elles sont vraies. Mhm. Le problème, c'est de savoir qu'elles sont possibles. Et comme elles sont possibles, le simple fait qu'elles soient possibles, c'est déjà un argument très fort pour casser toutes les affirmations selon lesquelles la mécanique quantique devrait être une révolution épistémologique totale où toutes les notions auxquelles on était habitué doivent être jetées. Non, c'est pas forcé. On peut très bien, si on tient à des notions aussi simples que la réalité, on peut tout à fait les garder. Voilà. Mhm. Après, j'ai parlé juste de Broglie-Bohm. Il y a d'autres alternatives, hein. Il y a les modèles de collapse. Il y Ouais. a, enfin, c'est essentiellement les deux interprétations qui sont réalistes, dans le sens Mhm. qu'il y a un terme que j'aime pas trop, mais qui, grosso modo, je devrais pas non plus dire interprétation. Ce sont des théories qui reproduisent la mécanique quantique, et essentiellement avec
dans lesquels il y a de la matière qui bouge, donc il y a du stuff, comme on dit, et Ouais. ce stuff bouge, et c'est ça qui explique les résultats de mesure. Ensuite, il y a l'interprétation des many worlds, donc, qui explique justement que ces résultats de mesure viennent du fait qu'il y a, enfin, l'univers branche en un tas de mondes. Moi, qui du coup, là, on rentre en plein dans le romantisme. On n'est plus du tout dans des Ouais. interprétations terre à terre, et du coup, moi, j'aime beaucoup moins. Ouais. Euh, L'argument pour défendre ces interprétations, je pense, est intéressant. Mhm. L'interprétation des mondes multiples est celle qui demande le moins d'équations nouvelles, donc qui utilise que les équations existantes dans le formalisme, et simplement essaie de construire une métaphysique avec les équations existantes. Mhm. Et donc, les gens qui défendent cette interprétation peuvent se prévaloir d'une forme de rasoir d'Occam mathématique. Mhm. On utilise les mathématiques minimales qui sont nécessaires pour faire les prédictions. Qui sont obligatoires, et puis on fait aucune hypothèse sur le reste. Ça nous amène naturellement au fait qu'il y a une infinité d'univers. Et par exemple, la théorie de Broglie-Bohm, elle a une équation supplémentaire, Mhm. et c'est ça qui permet d'avoir ces particules qui bougent et qui expliquent les résultats de mesure. La question est un peu quel choix de rasoir d'Occam il faut faire. Et c'est là que c'est là que je te pense que le fait de tout baser sur les mathématiques est une erreur tactique, enfin une erreur, non pas tactique, une erreur philosophique. Je pense que le bon rasoir d'Occam, c'est plutôt le rasoir d'Occam de Bell, c'est-à-dire un rasoir d'Occam ontologique. Est-ce que la théorie du monde, c'est complètement ésotérique, ou est-ce que Ouais. c'est somme toute banal? Et Mhm. donc dans ce cas-là, moi je suis prêt à... Je pense que, en tout cas, euh, si on disait, j'en sais rien moi, si un physicien expliquait au grand public, voilà, on a deux solutions, vous rajoutez une équation au formalisme, et le monde est constitué de particules qui bougent avec des trajectoires. Certes, il y a des forces non locales, mais voilà, il y a des particules qui bougent. Mhm. Ou on n'ajoute pas cette équation, mais il y a une infinité d'univers qui branchent à chaque instant. Qu'est-ce qui est le plus simple? Je pense qu'intuitivement, tout le monde utilise une forme de rasoir d'Occam ontologique. Ouais. Clairement, la première solution est beaucoup plus simple. Et je pense que c'est une déformation professionnelle de trouver pour les physiciens que la deuxième est plus simple. D'accord. Voilà, on a tendance à, comme on travaille avec des équations toute la journée, et que, objectivement, quand on écrit un article ou qu'on fait des calculs pour une expérience, on ne parle pas d'interprétation, et c'est normal et c'est bien. Mhm. Mais il faut pas oublier, voilà, que bon, le seul guide n'est pas la simplicité mathématique des outils qu'on utilise pour décrire la réalité. Il y a quand même d'autres arguments, je pense. Ouais. Alors, pour défendre peut-être un petit peu plus, avant de conclure, disons, cette théorie de De Broglie-Bohm, donc tu as dit que ouais, il y avait un prix à payer, c'était les forces non locales qui se propagent plus vite que la lumière. Donc tu dis que bon, il y a l'avantage de, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'ontologie, c'est-à-dire que cette théorie-là n'a pas, entre guillemets, honte de l'ontologie. Elle dit vraiment qu'il y a voilà, des particules qui ont certaines trajectoires. Il y a pas cette mystique du peut-être que rien n'existe tant qu'on n'a pas fait la mesure. Et si j'ai bien compris en fait ce que tu écrivais dans l'annexe A de ta thèse, en fait, ce problème de la mesure dont on a parlé plus tôt, donc je rappelle, disons dans la théorie quantique standard, il y a ce statut un petit peu, enfin même très spécial de la mesure qui voilà qui viendrait introduire quelque chose, enfin des phénomènes qui sont pas du tout décrits par les équations normales qui décrivent le mouvement des atomes, on va dire pour faire simple. Donc ce problème-là de la mesure, si j'ai bien compris ce que tu écris dans l'annexe A de ta thèse, en fait, il ne fait pas problème dans la théorie de Broglie-Bohm. Oui, non, il y a pas du tout de... Dans la théorie de Broglie-Bohm, on a une ontologie, donc en l'occurrence, pour la théorie de Broglie-Bohm non relativiste, c'est des particules. Le monde est constitué de particules.
La théorie donne les équations, la dynamique de ces particules. Si je mets les particules avec dans une certaine configuration, comment elles vont évoluer dans Mhm. le temps, on a une certaine, voilà, vraiment très proche de la physique classique, à part que les Ouais. lois sont différentes. Les lois sont Mhm. différentes, mais c'est la même métaphysique, si on veut, qu'en physique classique. Mhm. Euh, et ensuite, on cherche à savoir, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on avait tout ce postulat de la mesure? Pourquoi est-ce qu'on... Voilà. Bah ça, il se trouve que c'est un théorème dans la théorie de Broglie-Bohm. Bon, Mhm. c'est un théorème au sens des physiciens, c'est-à-dire que, Ouais. euh, évidemment, modéliser un vrai appareil de mesure avec des milliards d'atomes, c'est hyper compliqué. Et donc, il y a un certain nombre d'approximations qui sont faites, qui sont que partiellement contrôlées. Mais Mhm. voilà, c'est prouvé au sens au sens qu'ont les physiciens, au sens des physiciens, quoi. C'est pas prouvé au sens D'accord. mathématique pur, c'est-à-dire qu'il y aurait encore probablement du travail à faire pour améliorer la qualité des preuves. Ouais. Mais disons, on comprend bien comment le formalisme de la mécanique quantique émerge de manière effective au Ouais. niveau, euh, au niveau de la prédiction à partir d'une théorie physique plus Ouais. fondamentale, en l'occurrence la théorie de Broglie-Bohm. Mais le postulat de la mesure change de statut Ouais. et il passe de postulat ou d'axiome, si on veut, à Ouais. théorème. Et Ouais. c'est ce qu'on veut finalement. On n'a aucune envie que l'appareil de mesure soit quelque chose de primitif dans la Ouais. théorie. Ouais. Dans Tout à De fait. Broglie-Bohm, il est juste constitué de particules qui obéissent aux mêmes lois, et puis on comprend pourquoi. En fait, ça vient de la forme particulière qu'ont ces lois, Mhm. que tout se passe comme si le postulat de la mesure était exactement celui de la mécanique quantique orthodoxe. D'accord. Si je comprends bien, c'est pas vraiment un théorème, mais disons que c'est le résultat d'un calcul, bon, dont on comprend, enfin sur lequel on comprend ce qu'on fait, quoi. Le postulat de la Voilà, non, non, mesure mais vient juste de. pour donner l'exemple, Ouais. c'est comme la, la physique statistique, Oui. on pourrait la dériver de la mécanique newtonienne. Mhm. Euh, Ceci dit, pour faire ces preuves que Ouais. la physique statistique et la thermodynamique émergent de la physique, de la mécanique newtonienne, il y a un certain Mhm. nombre d'approximations à faire et tout n'est pas Ouais. bien contrôlé. Et en fait, c'est même sur des situations complètement triviales et complètement simples, c'est hyper Mhm. difficile de montrer rigoureusement mathématiquement qu'il se passe ce que la physique statistique dit qu'il devrait se passer. La théorie de Broglie-Bohm est dans la même situation vis-à-vis de la mécanique quantique que la théorie de Newton vis-à-vis de la physique statistique. Donc, effectivement, on peut voir la mécanique quantique comme la physique statistique de la théorie de Broglie-Bohm et comme en physique classique, les calculs pour passer de l'un à l'autre sont pas évidents et il y a un certain nombre d'arguments d'heuristiques pour dire oui, bon, quand le système est grand, ça on peut négliger, voilà. Donc il y a effectivement, je veux pas prétendre que c'est totalement que c'est prouvé Mhm. avec la rigueur d'un théorème mathématique, mais disons, je pense que pour n'importe quel physicien qui lit des articles, c'est raisonnable. D'accord. Ok. Mais écoute, je suis arrivé au bout de mes questions, en fait. Bah écoute, c'était un plaisir d'y répondre. Je sais pas si tu souhaiterais ajouter quelque chose, clarifier un point, revenir sur une question, ou si tu penses qu'on a vraiment fait le tour. Bah non, bah c'est risqué de me dire ça parce que effectivement on peut parler de c'est le genre de question dont on peut parler Oui, où des c'est vrai. physiciens peuvent parler pendant des heures. Euh, donc oui, j'espère qu'à ce stade j'ai pas. Oui non peut-être voilà clarifier je veux pas non plus donner l'impression qu'il y a que la physique c'est que du bullshit et que les gens disent n'importe quoi et que Mhm. voilà, toute la subtilité vient justement du fait que en mécanique quantique, il y a cette séparation depuis le début entre le contenu empirique et, euh, et ce que la théorie dit vraiment du monde, si on veut le contenu ontologique. Et Mhm. il n'y a aucun doute sur le contenu empirique, sur les prédictions, tout le monde est d'accord. Et là où ça pose problème, c'est les interprétations ou les extrapolations qu'on fait à partir de ce contenu empirique sur l'ontologie. Et c'est là que probablement on sert des versions beaucoup trop ésotériques. Mhm. Et les physiciens eux-mêmes, je pense,
font l'erreur de privilégier des interprétations trop ésotériques, Mhm. justement en choisissant la simplicité mathématique avant la simplicité ontologique. Et voilà, donc pour le public, du coup, si on veut revenir à ce qu'était le sujet, là, les premières questions que tu avais posées, Ouais. euh, voilà, il faut être vigilant, et c'est pas facile, de savoir quand quelqu'un parle de la mécanique quantique, Mhm. est-ce que ce qu'il dit est quelque chose qui est vraiment obligatoire, qui est forcé par le contenu empirique, Mhm. et il y a un certain nombre de résultats comme ça, comme la non-localité, ou est-ce que ce dont on parle est contingent à une interprétation? Et si c'est le cas, est-ce qu'il existe d'autres interprétations dans lesquelles c'est différent? Ça, je pense que c'est assez important, et que pour la plupart des bizarreries, la plupart des bizarreries s'effacent avec ce filtre. C'est-à-dire que la plupart des bizarreries Ouais. dont on parle en général, il existe une formulation dans laquelle cette bizarrerie n'existe pas. Très bien. Mais écoute, c'est une bonne manière de conclure avec un petit avertissement en filigrane pour les gens voilà, qui voudraient parler de physique quantique. Enfin, c'est pas pour les décourager, hein, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Donc il faut réfléchir avant. Il faut déjà voir si on comprend soi-même ce qu'on dit. Mais c'est toujours la partie la plus difficile. Hmm. Ok, bon, en tout cas, c'était un plaisir de répondre à tes questions dans ce format long. Ouais, 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 ben, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, hein. Ben, bonne soirée, alors. Bonne soirée.